Chapitre 2. Tonio è l'unico. Sourdine sera l'astuce. Le mercredi est le jour qui compte parmi la semaine. Les jardins de l'amour sont féroces le dimanche. Quelques gouttes de toiture tombent sur la mienne. « Allez, gare la voiture, tu conduis comme un manche !» Tonio était un mage, au grand regret de ces dames, qui juxtaposait l'exposition exacte d'une sphère hexagonale d'abject exercice du cerisier géant. Autant dire qu'il était unique puisqu'il arrivait à faire pleuvoir du soufre, malgré lui, mais selon tout un ensemble de calculs inexacts d'une contre-sphère non hexagonale, etc., etc. Tout lui était dû. Normal, puisque lors de son premier anniversaire, son gendre l'avait remercié d'une tonne de gaufres. Son signe du zodiaque était simple, pas de rhume avant qu'on arrive. Autant il aimait l'absinthe, autant il y en avait plusieurs et que ça se cachait si des fois des trucs s'y mettaient. Mais Frelottine de Prégarde arriva et ce fut le foutoir. Il y en avait partout. Parmi les délices, le Mont Grottoir était d'abord le premier des refuges de Frelottine. D'autres refuges l'avaient bien reçu sans permission, mais celui-ci fut le dernier. En d'autres termes, Frelottine de Prégarde n'eut qu'un seul et unique refuge, la fosse des soi-disant. Tonio eut l'intelligence d'extraire. Il eut donc le lien. Jamais il ne s'en était servi aussi souvent. Quelle joie! La gratitude de Tonio envers Frelottine était une foire, entre 8 et 12, car elle faisait n'importe quoi et causait un bordel monumental à chaque fois qu'elle le rencontrait. Une emmerdeuse à s'en pincer les bois-boîtes. La Suisse, toujours au centre des problématiques, jugeait. Le Mont Grottoir recelait de secrets plus terribles encore. C'est ce que son ami Boris Paluche le forain s'apprêtait à découvrir. Toujours à l'affût d'une énième calandre, Boris Paluche souffrait de dysfonctionnements aux conséquences historiques. Forain le matin et un peu en fin d'après-midi, sa situation l'empêchait de collectionner les loupes qu'il convoitait tant. Il était temps. Le Mont Grottoir avait justement usé celle-ci sur le pouce, qu'il n'aimait qu'à moitié, car les signes ne trompaient pas. Son altitude s'élevait au-dessus du niveau de la mer. Cette découverte alla renverser la conception même de l'équivoque. Tous les trompettistes de l'île se gonflèrent de bile. Souvent surnommé la guimauve sans raison, Hercule en fut le témoin. Son idée de créer des tas d'associations allait mettre l'ensemble de la capitale. Cette île, oui l'île au bois bandé, où se trouvait en son centre, au milieu de ouest exposé plein nord, le Mont Grottoir l'a dit donc. Tonio è l'unico, cousin éloigné de Sergio dont il avait perdu tout contact depuis son délire de planète aux 2 lunes et coconut en voici, la capitale de l'île au bois bandé, administrée par Hercule la Guimauve, une ville munie sans pareil, sans outre mesure et sans correction minimax. Il s'en était suffi que la soif de l'orge, à trop vouloir la défense des siffleurs qui hantaient depuis des milliards d'années la grotte. Tonio, Hercule et Boris, amis d'enfance un peu refroidis de ci de là par les conséquences catastrophiques des pluies acides de l'île, jardin de miroirs légers, la conscience tranquille. Quelques années plus tard, les cocograines pousse-pousse annoncèrent « Le prophète Matembo Nmotem ». Plus tôt dans la soirée, tandis que Boris et Hercule ventriculaient leurs mandibules près du port, le prophète Nmotem, de prénom Matembo, eut une révélation. Son grand cœur lui octroyait toute la malveillance qu'il souhaitait. Le bois bandé se devait d'être. Dans la matinée suivante, suite à une crise en Occident, Mr. MNM, comme l'appelaient les habitants du quartier ouest de la capitale, voulut fonctionner de la manière suivante. Et ce fut monstrueux. Pourtant, la veille au soir, une partie des grotesques fluctuations transgéniques supposées résoudre l'ensemble de la plage avait fui en autarcie, en contradiction même avec d'autres trucs supposés faire l'inverse. Matembo en fut toute retournée. Sous un soleil de plomb, mais suffocant, la douceur du contingent amenant Lambert Foutre-Grand à s'intéresser à tout marquait l'avènement du siècle. Frelottine s'engoinfra d'afte. La fosse des soi-disant accueillait le fils. Lambert le savait, car son destin liait le jamais et le Matembo du jadis d'autrefois. Plus jamais se disaient-ils tous non. Plus jamais. Mais Matembo disait plutôt « plijamin ». Ah non, ça vraiment plijamin. Bon, passons. De toute manière, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Déter comme jamais, Matembo comptait tout de A à Z. Allez, ça va. Pas trop compliqué non plus. Mais Lambert succéda, et le drame chuchota des casquettes.
De surcroît, ma famille Foutregrand expliquait tout ce qui était compréhensible sur son passage. Les palefreniers qui accostaient au port craignaient le savoir des choses sues. Cela frôlait l'intolérable souffrance que supportait Tonio, mais... Car il y a toujours un « mais », son destin se présenta sous la forme d'une astuce. Bah oui, comment veux-tu que nos aventuriers, fiers comme un filet, chantant comme une vraie note, puissent souffler du haut du mont Grottoir, sans y perdre le chose? Il fallait ce miracle par Toutatis, il le la lui loua la loge longue liée. Ce sera l'astuce de trop, l'astuce de merde, l'astuce de Maître Pose. Quoi qu'il en soit, le coup de l'entretien envenimait la toile. Maître Pose, pourfendeur de la bête à 3 doigts et déboucheur d'évier, s'entêtait à escalader le mont Grottoir plusieurs fois par jour pour y observer ses potes. Tonio n'en pouvait plus tant il s'arrachait les croûtes de désir pendant que Lambert s'entraînait. Juste à côté se trouvait une porte. Quand Maître Pose ordonna la distinction, aucun de nous comprit et on alla tous s'entraîner. Cependant, le don d'apporter des astuces à en percevoir l'infini, même un ch'ti-bout, donnait à la capitale l'envie d'y retourner, comme à l'époque. La guimauve n'en revenait pas d'être aussi chiant et ses décrets n'en étaient pas moins libres, mais toujours en fonction du maître. Pose se la collait et affichait son grade sur toutes les instances de l'île, surtout autour du lac, vaste édifice ô combien fantastique. Une puissance s'en dégageait les mardis. L'ombre du docteur Plainpied planait dans d'obscures diableries et les cris sentimentaux. Sans trembler des coudes, le docteur Plainpied était jadis le spécialiste des grandes occasions. C'est d'ailleurs lui qui avait installé la machine à l'entrée du parc, la bleue avec un peu de rouge sur les côtés et du vert. Le roi des devantures, qu'il se faisait appeler par Matembo, qui se promenait souvent sur un chemin tout en hallucinant sur sa tige. Des ruisseaux de farce alimentèrent le lac en sédiments de caractère pour revenir à ça. Malgré une brume d'anthologie, on n'y voyait rien, mais alors rien du tout. Seule l'ombre du docteur Plainpied planait dans d'obscures diableries à en bousculer son cheval. C'est à cet endroit-là où genre Frélotine se mettait en pétard en fête, lorsque de loin on l'entendait murmurer ces infâmes incantations barbares en symbiose avec des feutres. La disparition du docteur fit du bruit, mais aucune enquête eut lieu de par son importance. Le général Coty, chargé d'en faire voir, réouvrit le dossier en charge. La tension battait son chien. La tension était d'une souplesse douce et dure, mais douce. La tension se faisait sentir les oreilles. Les secondes défilaient une à une. Le général Coty regardait ses yeux et ses pieds marchaient les uns sur les autres, désespérés par des sandales aux doigts de pied sanglants, les ongles emmêlés, infectés et grossissant à peu près. À vue, les guiboles fatigués tanguaient largement, de sorte qu'il ne savait plus s'il avançait en reculant ou l'inverse, ou bien s'il marchait avec un genou à la place d'un main et un pied à la hauteur. Heureusement que ce général n'était pas un peintre. Perdu sur le mont Grottoir, il se retrouvait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ses pensées se diffusaient grave. Il aperçut le port. Il sentait l'île et les habitants. Il chantait la chanson du souffleur. Plus son corps se détachait, plus son esprit réintégrait les points forts. La fragmentation des cacoucous. Il sauta si loin que les esprits fusionnèrent. Tout s'éclaircit. Son traumatisme vécu au-delà des folles vierges, il sentait le Tonio. Il était El Tonio el Unico. Il était le mage des temps anciens. Les temps où la planète aux 2 lunes sur le point de s'effondrer devait trouver refuge dans un autre monde. Le monde de l'île des soi-disant. Le monde du mont Grottoir. Lui, Tonio le mage, dit le général Coty, avait retrouvé la mémoire d'avoir conduit son peuple à l'abri. Car il était le descendant direct du premier du nom, le roi du gâteau, le prophète sauveur Sergio.